Nous voici de retour sur le plateau de TV Finance et toujours en direct évidemment sur boursorama.com. Voici notre invitée du jour. Elle va décrypter pour nous l'actualité européenne, notamment ce qui se passe en Italie et son impact sur les marchés. C'est Véronique Riche-Flores. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc économiste, créatrice et dirigeante de RF Research et on va commencer donc avec un point sur cette crise politique en Italie parce qu'elle touche évidemment l'Europe et puis la France forcément. Alors d'abord, est-ce qu'on peut revenir rapidement sur ce qui s'est passé? D'où tout commence? D'où tout commence? J'aurais envie de dire tout commence il y a une vingtaine d'années. Il y a une vingtaine d'années quand l'Italie effectivement est déjà confrontée à une dette ou à un surendettement très important qui dépassait déjà à l'époque 100% de son produit intérieur brut, a enclenché et a dû enclencher des politiques qui n'étaient pas qualifiées d'austérité mais des politiques d'ajustement structurel qui ont fait que ce pays finalement 20 ans après a traversé une période au cours de laquelle, en moyenne, les excédents primaires, c'est-à-dire hors intérêt de la dette, ont atteint 2,5% du PIB en moyenne par an. C'est une cure finalement d'austérité très longue, bien évidemment renforcée après la crise de 2008 et la crise de 2010, et qui conduit de facto à une instabilité politique majeure, donc des élections qui portent au pouvoir des eurosceptiques ou des partis non conventionnels, extrême droite d'un côté, plutôt extrême gauche de l'autre, qui finissent par essayer de former une coalition qui ressemble à tout sauf à quelque chose. Et finalement, alors le processus en Italie, effectivement, c'est que le Premier ministre nommé finalement, ce qui n'était pas une chose facile, avec cette coalition, propose un gouvernement au président qui lui refuse la tête de ce gouvernement qui est l'homme de ministre de l'économie. Un eurosceptique de 82 ans. Un eurosceptique de 82 ans et effectivement donc veto et du coup effectivement le Premier ministre capitule et laisse son poste. Donc on en est là, ce qui veut dire on n'en est là pas tout à fait puisque le président italien a nommé pour remplacer un homme qui est un gestionnaire finalement, qui a quand même une casquette du FMI, pour une population italienne qui a voté sans doute majoritairement pour mettre un terme à ces politiques d'austérité. On voit que là il y a un choc et sans doute une prise de décision politique qui peut poser question quant à sa justesse. Le fait de convoquer des élections avant le début de l'année 2019, on n'en a pas la date aujourd'hui, est une chose, mais qui risque effectivement de se solder par peu ou prou le même vote, voire une accentuation du vote contestataire. Donc une crise politique majeure face à laquelle qui n'est guère surprenante compte tenu de la situation économique italienne et de l'impasse dans laquelle la population, dans sa majorité quand même, semble être confrontée en ce qui concerne l'avenir de son pays. Alors comment justement cette crise en Italie impacte l'Europe et impacte surtout les marchés? Parce que c'est ça que nos téléspectateurs peut-être ont du mal à saisir. C'est comment concrètement les marchés réagissent à ce type de soubresaut politique dans un autre pays? Alors c'est très difficile parce que dans un premier temps on peut se dire finalement pour l'instant on a eu ces dernières années une banque centrale européenne très très présente qui a racheté des dettes massivement des pays et particulièrement des pays en crise. Donc on a ce rempart quelque part qui peut rassurer. De l'autre côté, la décision politique du président et l'incertitude quant à l'issue des prochaines élections, quant à l'issue peut-être probablement un peu plus lointaine de ce qui peut advenir de la situation en Italie, alimente une grande question quant à la gestion de l'Europe, à la gestion des dettes. On a eu l'épisode grec qui pour l'instant semble contrôlé, mais qui reste un vrai cas en termes de haut niveau d'endettement. Et cette crainte que finalement, beaucoup d'interrogations sur le fonctionnement de la zone euro. Et je pense que c'est peut-être le danger principal, avec une crainte qu'au cours d'élections, les italiennes, les prochaines, mais peut-être d'autres, finalement rejaillisse le spectre d'une volonté de sortir de la zone euro. Vous imaginez que
si l'Italie sort de la zone euro, qui est un des pays fondateurs de l'Europe, déjà, il y a forcément la peur que... Bien évidemment, c'est une fin promise de l'union monétaire. Et face à ça, alors je dirais, soit on a une force politique en dehors de l'Italie, le cas échéant, qui verrait une très bonne entente entre Emmanuel Macron et Angela Merkel, par exemple, pour avancer et donner l'espoir qu'on trouvera des solutions. Ce qui a peut-être été vaguement dans les esprits il y a quelques mois, qui aujourd'hui n'est plus du tout présent, parce qu'effectivement, on a une Angela Merkel qui n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, qui semble usée par ses années de pouvoir, et peut-être très limitée également sans doute. Donc, des questionnements, avec comme conséquence une frilosité à l'égard des titres européens. Ça commence par les titres de la dette, bien évidemment. On a vu notamment les taux italiens s'envoler, et depuis hier matin tout particulièrement. Une défiance à l'égard de la monnaie européenne, qui reste néanmoins très solide, parce que quand on regarde au regard des écarts de taux d'intérêt avec les États-Unis, etc., on devrait avoir un euro largement, nettement en dessous de la parité, par exemple. Ce n'est pas le cas, mais il y a une fragilité qui pourrait effectivement faire dégringoler l'euro. Et là, ce serait sans doute une dépréciation malvenue, qui est au contraire de celle qu'espèrent beaucoup d'économistes pour redonner un petit coup de booster à l'activité. Donc, beaucoup de sujets, beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'incertitudes surtout. On a vu d'ailleurs que ça pesait sur le CAC. À quoi on peut s'attendre dans les jours à venir? Est-ce que cette crise italienne peut Alors, il faut sans doute, quand on est sur le marché, ouvrir un petit peu le spectre. On a une semaine qui est une semaine de publication de chiffres de l'emploi aux États-Unis, peut-être une nouvelle qui viendra contrebalancer certaines inquiétudes ou donner un peu plus de directionnel, je pense au taux de change ou au taux d'intérêt. Au-delà de cela, les développements politiques en Italie vont pas donner grand-chose, semble-t-il, donc les regards seront tournés du côté de la BCE. Est-ce que la BCE a les moyens et doit intervenir aussitôt pour rassurer? Je ne pense pas. Je pense que malheureusement, la Banque Centrale Européenne, comme toute banque centrale, n'est pas là pour pallier à toute crispation immédiatement. Non. En revanche, il est assez évident que les marchés vont sans doute tester cette capacité d'une entente au niveau de la Banque Centrale Européenne pour intervenir et stopper peut-être une hémorragie si les choses tournent vinaigre, entre guillemets, si je peux dire. Alors rapidement, on va balayer encore la situation économique mondiale avec le baril de Brent. Les cours du pétrole ont flambé de 45% en un an. C'est pas forcément une bonne nouvelle, et la banque Natixis a même parlé d'un risque de choc pétrolier. Alors est-ce qu'on y vient? Écoutez, il y a un vrai risque. L'environnement géopolitique étant ce qu'il est, effectivement, ceci se solde par des tensions ou des interrogations à l'égard de l'évolution de l'offre. Du côté de la demande, il n'y a pas vraiment de raison d'envisager des hausses de prix ou des pressions à la hausse des tensions à la hausse des prix. En revanche, la chute de la production vénézuélienne, les questions autour de la production iranienne, ont, semble-t-il, effectivement déclenché ou accéléré un mouvement de hausse qui était, dans un premier temps, largement alimenté, semble-t-il, quand même par la spéculation davantage que par des fondamentaux. Toujours est-il que le prix a flambé, que pour des tas de raisons, le risque que les prix continuent à monter vers 80-90 $ est réel. Néanmoins, ce qu'on a perçu ces derniers jours, c'est au contraire, finalement, un affaissement des cours du pétrole. Ce qui pourrait être justifié par l'absence de raisons fondamentales en faveur d'une hausse, mais le terrain est très très instable, donc toujours un domaine sur lequel il faut être très prudent en matière de prévision, me semble-t-il. Maintenant, en termes économiques, la hausse des prix du pétrole passé a effectivement un coût économique indiscutable. La facture pétrolière mondiale est repassée au-dessus de 4%, c'est-à-dire qu'on est bien au-dessus, on commence à être significativement au-dessus de la moyenne de long terme, qui est à 3,5% du produit intérieur brut mondial. Donc ça commence à gripper.
Ça grippe du côté des entreprises, bien évidemment, les plus consommatrices d'énergie, et du côté des consommateurs, où là, les gains de pouvoir d'achat étaient déjà très très réduits partout. C'était les gros absents finalement de cette période de reprise l'an dernier, et où cette ponction pétrolière risque de faire basculer en perte de pouvoir d'achat la plupart des consommateurs à l'échelle non seulement du monde industrialisé, mais également beaucoup de pays émergents. On a souvent en tête que hausse du prix du pétrole est plutôt bon pour le monde émergent, parce qu'il y a beaucoup d'exportateurs, parce que c'est plus complexe, surtout quand on a des distorsions comme on en a aujourd'hui en termes de prix de matières premières, parce que le pétrole s'est envolé. C'est pas le cas de la majorité des matières premières. Et du coup, vous êtes dans une situation où le renchérissement des prix du pétrole est vraiment un handicap pour les perspectives de croissance mondiale. Alors dans cette situation un peu trouble, quel conseil vous donneriez aux investisseurs en ce moment? Réduire la voilure, attendre que ça passe? Certainement réduire la voilure. Je pense qu'on on a eu une parenthèse très très agréable depuis le début du mois d'avril, dans une phase néanmoins de consolidation baissière des marchés. Il me semble que le point haut des marchés mondiaux, particulièrement du marché américain, a été passé début février. Que dans le meilleur des cas, on corrigera tout en douceur sur plusieurs mois, voire trimestres, pour retrouver des niveaux de valorisation plus soutenables, mais que dans un contexte comme celui-là, il y a forcément une fragilité avec des risques d'accélération. L'Italie en est un cas, Donald Trump en est un autre, les négociations avec la Corée en sont d'autres, et les conséquences de la hausse du prix du pétrole, soit sur les taux d'intérêt, soit sur la conjoncture, en sont d'autres. Donc il y a beaucoup de raisons, et j'en ai certainement oublié, pour effectivement suggérer de réduire la voilure, de réduire son exposition au risque et de mener profil bas un temps. Eh bien, merci beaucoup Véronique Riche-Flores pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes dirigeante de RF Research.